avec Schellcher, c'est un rapport juridique. Il a été à l'origine du décret du 27 avril 1848 et des autres textes qui vont découler et qui vont expliquer ce que je vais dire, c'est que Schellcher égale Hitler. J'explique. Ah non, mais j'explique très rapidement. J'explique très rapidement. Lorsqu'il s'est agi de gérer pour maintenir la colonie dans le giron français, pour éviter le désastre haïtien en Martinique, en Guadeloupe, en Jamaïque, etc., les Békés ont eu l'idée de génie avec Schellcher et avec son aide. Et c'était ça les débats à l'Assemblée nationale. Ils disaient, attention, si vous ne faites pas l'abolition de l'esclavage, ce sera une indépendance en Martinique, en Guadeloupe, etc. Et donc, ils ont imaginé le plan machiavélique de transformer l'esclavage du Côte-Nord en esclavage moderne, en faisant trois choses fondamentales. La première, ça a été dit, assurer la propriété foncière. Donc les habitations restent des habitations. Donc les gens qui avaient leur petite case, le casse-nez, avec leur jardin créole, se retrouvaient à la rue. La deuxième, assurer que ces nouveaux citoyens libres retournent travailler dans les plantations, en prenant la loi sur le vagabondage. En France, il y avait trois conditions pour être vagabond, et c'était trois conditions cumulatives. Ne pas avoir de maison, ne pas avoir de travail et ne pas avoir d'argent. En Martinique, il y avait une seule condition et puis on allait en prison. Donc, le nègre, une fois devenu citoyen, avait l'obligation d'avoir son carnet de circulation, une espèce de visa pour aller de Sainte-Marie au Lorrain. On ne pouvait même pas sortir de l'habitation où on devait payer le loyer du béguet, on devait payer les courses à crédit à la boutique, et donc le béguet à la fin de la semaine ou des 15 jours vous donnait ce qu'il reste. Ça, c'est l'esclavage moderne, ajouté en plus au fait que 100 ans après 1848, 100 ans après 1848, Martine est encore là, dans Wikaznegai, à vous expliquer que l'école n'est toujours pas gratuite et générale pour les nègres. Donc comment vous ne comprenez pas que le but, c'était de les renvoyer sur les habitations? Parce que le débat, pour les gens de couleur, les mulâtres, leur débat, c'est d'avoir les mêmes droits que les blancs, alors que nous, les nègres, c'était d'avoir un jour de plus d'oisiveté, c'est-à-dire un jour de plus pour sancler notre jardin bocaille. Donc, quand on va réétudier sur le plan juridique les lois issues de la volonté de Schellcher de nous empêcher d'être collectivement libres par une indépendance, et individuellement de nous foutre à nouveau sur les habitations qu'on est en train de quitter par les révoltes, alors peut-être qu'on aura un débat apaisé pour comprendre que celui qui a créé la notion d'esclavage moderne en Martinique, il s'appelle Victor Schellcher, ce n'est pas mon héros. Au-delà du fait que mes ancêtres ont été libérés par leur révolte, il se trouve que Schellcher n'a pas contribué à cette libération, contrairement à ce qu'on pense. Condorcet, lui, a contribué par ses écrits. Il était pour une libération immédiate. Et puis, dernier point sur Victor Schellcher. Vous savez la différence qu'il y a entre ce bâtiment et puis ma maison? Par la taille, puis que c'est joli. C'est qu'ici, c'est un bien public. Ma maison, c'est un bien privé. Les deux sont des choses. Ils ont le statut de choses. Dans son décret d'abolition, Victor Schellcher, dans son article 5, prévoit non pas des indemnisations pour les béquiers, il prévoit par ces indemnisations de transférer les choses, papa ou grand-papa, les transférer
du patrimoine privé des colons au patrimoine public de l'État. Voilà les valeurs de la République française. Quand vous aurez compris que la France de la Révolution, la France républicaine, a dans ses valeurs l'achat de choses qui étaient nos parents, alors vous comprenez que cette France y patame. Ces valeurs, c'est de considérer nos ancêtres comme des choses. On est toujours en novembre. Bon, commémoration de la Première Guerre mondiale, c'est ça? Parce qu'il y en a eu deux. Eh bien, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, on met des numéros devant. Eh bien, figurez-vous que dans l'enseignement de l'histoire, il y a eu deux abolitions. Mais personne ne dit première abolition et deuxième. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce que justement la France porte en elle toute la honte de ce processus. Lors de la première abolition, pas en 1789, en 1794, il faut attendre jusqu'en 1994 pour qu'elle fasse ça. Les nègres que nous sommes deviennent des citoyens, et ceux qui naissent deviennent des citoyens français et n'ont jamais été esclaves. Lorsque Napoléon rétablit l'esclavage, il fait deux choses. Il fait premièrement la déchéance de nationalité pour ceux qui étaient citoyens français. Ils ne sont plus citoyens français. Et deuxièmement, il met en esclavage des citoyens français. Ça, c'est les valeurs de la France. Qui dit qu'après une abolition, des gens ont toujours un statut à part. Parce que quelle différence entre la première et la seconde? C'est une abolition de l'esclavage comme une autre. Sauf que, pour la France, nous avions un statut à part, le statut d'affranchi. Et lors de la seconde abolition, nous avons toujours un statut à part, le statut d'affranchi jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'est pas question de réparation. Elle est impossible. Alors que je suis un militant de la réparation, elle n'est pas possible. Vous savez pourquoi? Parce que le crime continue toujours. Il faut d'abord arrêter le crime et ensuite réparer. Et puis, dernier point, parce que c'est pas je me suis permis, parce qu'on parle de réparation, donc il y a un problème, alors ça a été évoqué, les béquets, etc. Mais non, c'est pas sous cet angle-là que je parlerai des béquets. Je pense, effectivement, les descendants des esclaves déportés, réduits en esclavage, ont des problèmes psychologiques, voire psychiatriques. Ils sont champions du monde de la schizophrénie parce qu'on leur dit ouais, bon, vous avez beau être d'origine africaine ou africaine, vous êtes des Français, etc. Donc vous êtes des Blancs. Ça les rend fous. Ok, on est tous fous. Mais je pense également que le crime abîme le criminel aussi. Et personne ne s'intéresse à la santé mentale des pays. Ça vous interrompt, je n'ai pas voulu le dire, mais enfin, ça me revient maintenant. L'éthique a agi dans les deux sens. Voilà. Elle a terriblement affecté le blanc dans sa conception de dominant, etc. C'est des cas de grand top chez lui. Donc, c'est des sérieux criminels de génération en génération qui sont aujourd'hui à la tête de notre économie et qui sont à notre contact. Dans la mesure où vous trouvez le remède pour nous, descendants de victimes, pour qu'on soit bien, comment on ne peut pas retomber